On l'aurait jamais imaginé. Connaissant Christophe, c'était pas pensable. C'est ça qui a été un tel choc, quoi. Et encore plus pour ses enfants, puisqu'il il mettait tellement en avant le fait du fair play dans le sport, ne pas tricher. Christophe Fauvio est interpellé en garde d'Axe le 2 août 2003 à 5 h du matin. Il est soupçonné d'avoir une responsabilité directe dans un accident de la route qui a, un mois plus tôt, coûté la vie à un jeune homme, Alexandre Lagardère. Moi, j'avais donc 13 ans à l'époque et j'étais présente. Donc à ce moment-là, à l'arrestation, puis c'était à 5 h du matin. Voilà, je revenais de tournoi avec lui, ça s'était bien passé, donc j'ai rien compris. C'était 5 gendarmes qui étaient habillés d'ailleurs en civil, c'est pour ça que j'y croyais pas au début. Et bon, après, j'ai mieux compris, vu toutes les phrases qu'ils ont dit et tout, c'était sérieux, quoi. Placé en garde à vue, Christophe Fauvio finit par reconnaître du bout des lèvres qu'il a pu, subrepticement, administrer du Temesta à certains adversaires de ses enfants au tennis. L'un de ses adversaires était Alexandre Lagardère. Christophe Fauvio est alors mis en examen pour administration avec préméditation de substances nuisibles ayant entraîné la mort sans intention de la donner. Il est incarcéré à la maison d'arrêt de Mont-de-Marsan. Le procès s'ouvre le 1er mars 2006 devant la cour d'assises des Landes. Hormis la mort d'Alexandre Lagardère, la justice a retenu contre Christophe Fauvio 27 autres cas d'empoisonnement sur une période de 3 ans. Ces 27 cas n'ont entraîné chez les victimes que de simples malaises, accompagnés parfois quand même de périodes d'hospitalisation. Christophe Fauvio encourt 20 années de réclusion criminelle. Mon mari a reconnu des faits, des actes. Il n'a pas pour autant reconnu un meurtre ou quoi que ce soit. Il a reconnu des actes. Maintenant, c'est à la justice à déterminer si ces actes sont la cause d'un accident mortel qui le navre, quoi, qui le désole, parce qu'il ne veut pas croire qu'il en est la cause. Âgée d'à peine 13 ans à l'époque des faits reprochés à son père, Valentine était l'un des grands espoirs du tennis français. Christophe Fauvio est défendu par maître Pierre Blasi, un avocat pénaliste expérimenté, secondé par son fils, Christian. Eh bien, écoutez, le procès va commencer dans quelques minutes, là maintenant. Évidemment, il y a beaucoup d'éléments et nous allons faire ressortir, si vous voulez, que le lien de causalité doit être discuté entre l'accident et que finalement, il y avait beaucoup de personnes qui auraient pu éviter cet accident. Voilà. Si vous voulez, vous me rappelez ce soir, je vous donnerai des détails sur l'affaire. À tout à l'heure. Excusez-moi, le procès commence. Au revoir. Partie civile, les parents d'Alexandre Lagardère sont assistés par maître Alain Astabi. Plusieurs autres victimes se sont elles aussi constituées partie civile, comme Benoît Tauziède. Partie civile également, la Ligue régionale de tennis et son président, Jacques Dupré, défendu par maître Renaud Laïtette. Les débats seront dirigés par le président Michel Lemaître. L'accusation sera soutenue par l'avocat général Serge Makoviak. Bien, je vous indique que Monsieur Fauvio ne veut pas être filmé, donc ce qui est son droit le plus strict, on vous avait accordé quelques secondes pour filmer la cour. On va maintenant ouvrir les débats et essayer d'avoir la sérénité qu'il faut. Voilà. En cette première journée d'audience, la Cour examine l'enchaînement des faits qui a conduit au décès d'Alexandre Lagardère. Tout commence le 27 juin 2003 à Bascons. Dans ce petit village des Landes se dispute ce jour-là la demi-finale du tournoi de tennis local opposant Maxime Fauvio, âgé alors de 15 ans, à un autre jeune homme, Sébastien Batz. Quelques minutes avant le début de la rencontre, celui-ci surprend Christophe Fauvio en train de manipuler sa bouteille d'eau. Je le surprends, il est face à moi, et il est surpris, il vient vers moi et
Il me laisse reprendre mes affaires et lui, il part à l'extérieur du club. Je regarde la bouteille, je vois qu'il y a quelque chose dans la bouteille. J'ai pensé à des somnifères, des choses comme ça, oui. J'étais persuadé qu'il avait mis quelque chose, donc, mais quoi, je ne savais pas. Donc j'ai pensé qu'à ça pendant tout le match. Ouais. Perturbé, Sébastien Batz perd la rencontre contre un adversaire, il est vrai, mieux classé que lui. Il décide de conserver sans y toucher la fameuse bouteille. Le lendemain, 28 juin, Maxime Fauvio rencontre en finale Benoît Tauziède. Ce jour-là, je suis arrivé au club de Bascons vers 16h30, 16h40. J'ai posé mon sac et je suis parti regarder la finale dames qui se terminait sur des cours qui se situaient un petit peu plus loin. Et je suis revenu pour prendre mes affaires et partir jouer contre Maxime. C'est là que j'ai vu que mon sac avait été déplacé. J'ai vérifié, rien ne manquait, simplement que ma bouteille d'eau, qui était à l'origine une bouteille d'eau minérale capsulée, était ouverte et il manquait entre 5 et 10 cm d'eau. Ensuite, on est parti jouer. Tout s'est passé normalement, au début du match, échauffement, sans problème majeur, jusqu'à 4-3 à partir du premier set. C'est là où j'ai commencé à avoir des problèmes. Problèmes de vue, je voyais 2 balles, ça m'est même arrivé de passer à côté. J'avais les jambes lourdes, perte d'équilibre. Les échanges étaient très courts, voire pratiquement inexistants. Le match s'est terminé. Monsieur Fauvio s'est proposé de payer à boire et m'a demandé à m'offrir à boire si j'avais eu un coup de chaleur. J'étais à la fois blanc et dans l'euphorie, c'est-à-dire que je rigolais pas mal. Le médecin est venu m'ausculter et m'a conseillé de me rendre aux urgences à Mont-de-Marsan. L'entourage du club a fait le rapprochement avec la bouteille de monsieur Sébastien Batz, qui avait été découverte la veille lorsqu'il avait joué contre Maxime Fauvio. Donc monsieur Sébastien Batz m'a appelé dans la journée du mardi, me racontant son histoire et me disant que pour faire une analyse de bouteille d'eau, dans ce cas-là sur des produits peut-être classés toxiques, il fallait faire une déposition à la gendarmerie. Donc nous nous sommes rendus le mercredi matin à la gendarmerie de Grenade-sur-Adour pour faire une déposition. Le 2 juillet, accompagnés d'un dirigeant régional du tennis, les 2 jeunes gens racontent aux gendarmes les événements de Bascons. Nous sommes à la veille de l'accident d'Alexandre Lagardère. Dès l'audition des 2 jeunes gens, les gendarmes envoient pour analyse la bouteille d'eau de Sébastien Batz dans un laboratoire de toxicologie. La réponse leur parvient par fax le lendemain 3 juillet à 16h30. L'eau contient des résidus de Temesta. Ce même jour, à peine 1h30 plus tard, Alexandre Lagardère pénètre dans le petit stade de tennis de Tartas, un autre village des Landes. Il doit y disputer un match contre Maxime Fauvio. Maxime, là encore, est censé être le plus fort. Christophe Fauvio accompagne son fils. Durant la rencontre, il est assis là, sur ce banc. Nul ne le verra approcher de la bouteille d'eau d'Alexandre Lagardère. Alexandre Lagardère est venu dans le club pour me demander si quelqu'un pouvait arbitrer cette rencontre. Je lui ai demandé pourquoi. Il m'a simplement dit qu'il avait joué Maxime au tournoi de Wairoleuil en début de mois, que ça ne s'était pas très bien passé et qu'il souhaitait, pour ne pas envenimer les relations, que ce match puisse être arbitré. Donc je lui ai dit qu'il n'y avait aucun souci, que j'allais venir arbitrer. Donc j'ai suivi Alexandre et je suis monté sur la chaise d'arbitre. Le score était de 4-1 en faveur de Maxime Fauvio. Ce que je peux dire, c'est que personne n'est entré sur le court et personne n'est sorti du court depuis que j'étais monté sur la chaise d'arbitre. Donc Maxime Fauvio a remporté le match 6-3, 6-1, sans qu'il n'y ait aucune défaillance physique d'Alexandre. Donc je suppose qu'effectivement Alexandre a peut-être bu sa bouteille après avoir terminé son match. 19h. Alexandre Lagardère quitte précipitamment Tartas sans même prendre une douche. Il est invité à une soirée dans la région.
Il se rend d'abord chez des amis à Dax. Il y arrive à 19h15. 2 heures plus tard, par un SMS, il annule la soirée prévue. Fatigué, il s'allonge sur un canapé et s'endort profondément. Il se réveille vers 23h, encore nauséeux. Il décide pourtant de reprendre le volant pour regagner son domicile. Il est alors 23h35. Alexandre Lagardère parcourt exactement 8 km. Il traverse d'abord la banlieue de Dax, puis s'engage sur une 2 voies. Au bout de cette ligne droite, juste avant la courbe, le véhicule continue tout droit. Il est 23h45. Lancée à une vitesse d'environ 90 km/h, la voiture a franchi le terre-plein avant de heurter un rideau d'arbres et de s'échouer dans un large fossé. Alexandre Lagardère est mort sur le coup. Alexandre, c'était un jeune, il était merveilleux. Et je crois que tout au long de ces débats, on ne pourra jamais entendre personne dire du mal de lui. Il était très ouvert, il était très attentif aux autres. Et c'est pour ça, quand il est arrivé instituteur, il aimait donner ce qu'on lui avait appris. Et c'était quelqu'un qui était très brave, je n'ai rien à dire, c'était un garçon merveilleux. De cette première journée d'audience, les jurés retiendront que Christophe Fauvio s'est refusé à admettre explicitement sa responsabilité directe dans le drame. Pour lui, l'administration de Temesta n'est peut-être pas la cause principale de l'accident. Dans ce fourgon qui chaque matin l'amène de la prison au palais de justice, Christophe Fauvio sait qu'à l'orée de cette deuxième journée d'audience, rien n'est encore joué. Si les jurés connaissent dorénavant les circonstances de l'accident qui a coûté la vie à Alexandre Lagardère, ils ignorent encore tout des motivations qui ont pu pousser l'accusé à agir. La Cour va consacrer cette journée à étudier, à travers notamment le témoignage de ses proches, la personnalité de Christophe Fauvio. Cette personnalité, c'est le premier élément de compréhension de l'affaire Fauvio. On s'est connus assez jeunes, j'avais 17 ans. Ça a toujours été une évidence, nous deux, et avoir des enfants, et voilà. Et pour lui, c'était toute sa vie, quoi, construire un foyer uni, s'occuper de ses enfants, certainement de façon démesurée. Il était militaire, pilote d'hélicoptère. En 98, il a arrêté l'armée. Bon, c'était un choix. On envisageait de faire quelque chose d'autre, mais je n'étais pas pressé par le temps. L'armée est quelque chose de tellement structuré, où ils évoluent, même s'ils sont mutés, où ils retrouvent toujours les mêmes repères. Je pense qu'il est parti un peu rapidement parce qu'il ne souhaitait plus être muté. Et il avait des projets de travail qui ne se sont pas réalisés. Il s'est jeté à corps perdu dans le sport, pour s'occuper de ses enfants et de sa famille. Et oui, il a perdu des repères capitaux, je pense. C'est très difficile de rester. Il est resté quand même 19 ans dans l'armée. Une passion l'animait qui était le pilotage. Et du jour au lendemain, les hélicos, il les voit passer, il ne les pilote plus. C'est très, très difficile. Le couple Fauvio habite une maison à Tercy-les-Bains, non loin de Dax. Catherine est directrice d'école. Christophe, désœuvré, bricole chez lui avant de s'enthousiasmer pour les qualités tennistiques de ses enfants. Dès lors, il y consacrera tout son temps et toute son énergie. Quand Valentine a montré dès le départ des
capacités physiques et techniques, voilà, il s'est impliqué de plus en plus. Mon père était toujours là derrière pour donner ses conseils qui étaient pour moi, c'était important, quoi. J'avais besoin de ses conseils et voilà, de sa confiance derrière. Enfin, j'avais besoin qu'il soit là, donc oui, on passait nos journées ensemble. Il revenait de temps en temps à la maison, mais il était, c'est vrai, très souvent avec moi et en déplacement en tournoi de temps en temps. Et inconsciemment, il a été, je dirais, dévoré par le tennis. C'est le tennis qui l'a dévoré, il ne s'en rendait pas compte. Pour lui, j'avais l'impression que c'était un état, j'ai l'impression que c'était un état second, qu'il n'est plus lui. Moi, il ne montrait rien. Enfin, je veux dire, je gagnais des matchs et tout, il me disait c'est bien, mais maintenant on passe à autre chose directement. C'était jamais la fête dès qu'il y avait une grosse victoire, rien du tout. Non, c'était, voilà, c'était on passe à autre chose et on ne prend pas la grosse tête et voilà. Sa fille, c'était un peu sa chose. On a l'impression, vous savez, d'un sculpteur qui a modelé quelque chose. Et pour lui, c'était ça. Il aurait modelé sa fille. Je lui disais souvent, attention, rappelle-toi ce que tu as vécu enfant. Puisque lui, c'était le piano, alors que lui aimait le sport, mais n'avait pas le choix d'en faire et a fait beaucoup de piano de façon extrêmement assidue jusqu'à 14 ans. Et il n'en joue plus du tout et il en a gardé un regret, je pense, de cet excessif travail sur le piano. Donc je lui disais toujours, sois vigilant. Et voilà, et non, je pense qu'il était dans une réplique d'un petit peu de ce qu'il a vécu. Quand on regarde sa vie, on voit que chaque fois qu'il est dans une situation de succès, il se débrouille, entre guillemets, pour sa beauté, et pour qu'il n'en reste rien, pour qu'il soit dans le vide, comme il a fait de son métier, comme il l'est actuellement. Et quand il va sur le court, il a autour de lui le regard menaçant, d'après ce qu'il ressent, de tous ceux qui lui renvoient son incapacité à être. Il est complètement écrasé par le regard des autres. Ce qu'il veut, c'est de ne pas s'exhiber par la défaite de sa fille. La victoire, elle n'est même plus dans ses préoccupations. Chaque match était une terreur pour lui. Toute entrave devenait progressivement insupportable. Jusqu'au point où c'est même les adversaires de ces enfants qui devenaient des empêchements de réussite. Donc pour cela, il fallait les maîtriser, sûrement pas dans son idée les éliminer, mais en tous les cas, les empêcher de nuire, puisque pour lui, c'était une nuisance que de battre ses enfants, dans son esprit, dans son fonctionnement, très largement sûrement inconscient sur le moment. À l'issue de cette deuxième journée, la fragilité psychologique de l'accusé, décrite par les experts, constitue un point positif pour la défense. Mais un demi-point seulement, tant Christophe Fauvio est apparu au juré comme s'évertuant en permanence à faire porter systématiquement à d'autres le poids de ses échecs et de son mal-être. Il y a deux Christophe Fauvio. Il y a le Fauvio qui apparaît, qui se donne l'apparence d'être un homme extrêmement fort. Sa famille le voit comme ça, puissant. À l'armée, on le voit clair, on le voit droit. Et puis, il y a le Fauvio qui est à l'intérieur, qui a été brisé dans son enfance. Et les experts nous disent toutes les blessures narcissiques qu'il a pu avoir. Et bien sûr, nous avons cet homme qui a toujours l'impression qu'il est sous le regard des autres. Et partant du fait qu'il est sous le regard des autres, il ne peut pas accepter, si vous voulez, la défaite de ses enfants. Parce qu'en réalité, il se reporte complètement sur ses enfants. Et ce que vivent les enfants, c'est lui qui le vit. Cette troisième journée s'annonce comme l'un des tournants du procès de Christophe Fauvio.
La Cour et les jurés vont en effet tenter de déterminer si l'accident d'Alexandre Lagardère est bien la conséquence directe de l'administration de Temesta ou s'il y a eu d'autres causes. La Cour va notamment entendre un expert en accidentologie, Jean-Michel Lafontan. Pourquoi, cette nuit-là, la voiture d'Alexandre Lagardère a-t-elle brutalement quitté la route? Roulait-il trop vite? La voiture a-t-elle connu une défaillance mécanique? Un obstacle se trouvait-il sur la chaussée? Rien, apparemment, de tout cela. Nous avons entendu M. Lafontan qui nous a expliqué en substance que le véhicule ne présentait absolument aucune anomalie, que la vitesse ne pouvait pas être un facteur d'accident, que la chaussée était en parfait état, que l'on n'a absolument retrouvé aucune trace de terre, d'huile, enfin, autant d'éléments qui auraient pu faciliter un dérapage, qu'il n'y a eu aucune tentative de rattrapage du véhicule de M. Lagardère par M. Lagardère, et donc de ce fait, on peut effectivement en conclure à un endormissement de sa part. C'est l'autopsie qui finalement livre la clé du mystère. Dans le sang d'Alexandre Lagardère, les toxicologues découvrent la présence de Temesta. Reste à savoir si l'action de ce médicament peut à elle seule suffire à expliquer l'accident. La Cour va le demander à ces mêmes experts qui ont découvert la présence de Temesta tant dans la bouteille de Sébastien Batz que dans le sang d'Alexandre Lagardère. Le médicament lorazépam, Temesta, c'est un anxiolytique. Il est de la même famille que des molécules très connues comme le Lexomil, le Tranxène, le Xanax. Mais ils ont comme effet secondaire l'amnésie, donc une espèce d'oubli, la modification de la vigilance, la somnolence, ce qui est évidemment totalement incompatible avec la conduite auto, et puis également des sensations ébrieuses, un espèce d'état d'ivresse. Par ailleurs, la pratique du sport fait qu'il y a effectivement une diffusion sanguine plus importante du fait de l'effort, ce qui fait que le produit va diffuser plus rapidement dans l'organisme et donc l'action va être rapide. Les conclusions des experts éclairent la déposition du dernier témoin à avoir vu Alexandre vivant à Dax après le match de Tartas. Jérôme Poulot-Casajous décrit un jeune homme s'affaissant sur sa chaise au fur et à mesure des minutes qui passent, puis s'endormant si profondément que la sonnerie d'un téléphone ne le fait même pas sursauter. Ce jeune homme qui a décrit son ami Alexandre Lagardère s'endormant sur le canapé et ne se réveillant pas alors même qu'il était en train de passer l'aspirateur à côté de lui. Et puis ensuite, il se réveille, se cogne la tête contre le chambranle d'une porte et il s'en va et il semble être maître de ses moyens. Et ceci est tout à fait intéressant puisqu'on a vu que les experts disent effectivement, dans un premier temps, on peut avoir un endormissement profond, se réveiller, avoir l'apparence d'une personne qui contrôle la situation, mais en fait, il n'en est rien. C'est une personne qui a le comportement, en quelque sorte, d'un somnambule. Est-ce que Alexandre Lagardère était sous influence du Temesta? Manifestement, oui. Manifestement, oui. Mais est-ce que c'est la seule cause de l'accident? Le parquet fera ou ne fera pas le lien de causalité. Très objectivement, je pense que ça va être très difficile au niveau de la défense de soutenir que le Temesta n'est pas à l'origine de l'accident d'Alexandre Lagardère. Face à la rigueur scientifique des arguments des experts, la défense est contrainte de faire marche arrière. Il n'est plus question de contester le lien de causalité entre Temesta et accident. La Cour entend ensuite les gendarmes, chargés à l'époque des faits, d'enquêter sur les agissements de Christophe Fauvio. Première découverte. Christophe Fauvio se procurait le Temesta dans une pharmacie des Landes en utilisant tout simplement des ordonnances établies au nom de son épouse. Deuxième constatation. À chaque fois qu'il le pouvait, profitant d'un sac laissé sans surveillance, d'un instant d'inattention de son propriétaire, voire en se proposant de remplir une bouteille,
Christophe Fauvio glissait 1 ou 2 comprimés de médicaments dans l'eau de l'adversaire de ses enfants. En moins de 2 minutes, le ou les comprimés avaient suffisamment fondu pour ne laisser que quelques résidus en fond de bouteille. Franck, Audrey, Sophie, Anaïs, Laura. Les gendarmes ont identifié et retrouvé à travers toute la France plus de 30 victimes de Christophe Fauvio. Toutes racontent à la barre la même histoire. Un match contre un enfant Fauvio, un malaise diffus vers le 2e set, puis une faiblesse générale, une vision double, des nausées suivies de longues heures d'un sommeil profond. L'accusation vient de marquer des points, sans doute décisifs. Le lien entre Temesta et accident ne peut plus être contesté. Le nombre des victimes secondaires a impressionné les jurés. Il faut quand même constater que ce sont des délits. Ce ne sont que des délits. Donc la peine qu'il risque pour ces affaires est une peine quand même qui est minime. Et puis surtout, ce qu'il faut voir, c'est qu'il n'y a eu aucune conséquence. C'est vrai que pendant quelques jours, peut-être, il y en a certaines qui ont été pas bien, mais la plupart se sont remises le lendemain après une nuit de sommeil. Donc, je veux dire, il n'y a chez toutes ces personnes aucune conséquence. Et c'est ce qui me semble pour moi le plus important. Maintenant, les jurés, je ne sais pas exactement comment ils vont le ressentir, mais il est sûr que cet ensemble de personnes qui vient se plaindre, c'est certain que ce n'est pas bon pour la défense. La Cour aborde aujourd'hui le 3e et dernier point clé de l'affaire Fauvio. Pourquoi a-t-il agi? Dans quel but? Les premières réponses sont censées venir de l'audition de ses enfants, Maxime et Valentine. Toi là-dedans, tu n'y es pour rien, que ce soit bien clair. Alors, toi, tu n'y es pour rien, c'est pas quelque chose qui te concerne. Et puis tu aimes toujours beaucoup ton père. Des 2 enfants Fauvio, c'est Maxime qui vit le plus mal les faits reprochés à son père. À la barre devant la cour, Maxime affirme qu'il ne s'est jamais douté de rien. Au tennis, il arrive que des joueurs aient des coups de fatigue, affirme-t-il. Il souligne aussi qu'à cette époque-là, il avait déjà renoncé à une carrière professionnelle et qu'il n'y avait donc plus d'enjeu particulier. Les cas qui ont été recensés de victimes, c'est à chaque fois des joueurs où il y avait un risque potentiel de défaite pour ces enfants ou bien un intérêt particulier à ce qu'ils gagnent. Quand on connaît ce qui se passe en tennis, quand on connaît comment fonctionne le tennis et son mode de classement, tous les matchs ont leur importance. Et lorsqu'on veut envoyer son enfant dans une carrière professionnelle, comme c'est le cas de Valentine, c'est l'apprentissage de la victoire. Pédagogiquement, elle ne peut pas se permettre non plus de perdre. On ne peut pas l'inciter ou lui dire ce match n'a pas d'importance. Ce n'est pas vrai. Il faut qu'elle apprenne à gagner et son intérêt est de gagner quel que soit l'adversaire. Non, c'était pas pour me faciliter les choses parce qu'il savait très bien que toute seule, et moi je le sais très bien aussi, que toute seule je l'ai gagné les matchs, quoi qu'il arrive. Dire j'ai fait des tournois, je suis partie à l'autre bout du monde, aux États-Unis, je suis allée au Maroc, j'ai fait plein de tournois partout dans le monde et j'ai gagné mes matchs, j'ai fait des très bons résultats et il n'était pas là. Je pense qu'il a rien calculé, il était dans un cercle vicieux. Peut-être qu'ils peuvent considérer qu'il y a préméditation d'un acte malveillant, mais c'est jamais la préméditation de faire un acte qui conduise à ça. Il n'y a jamais eu d'intention de nuire du tout. Je crois qu'il y a, comme je vous dis, rien calculé, voilà, jamais pensé à au-delà du match. Il était dans le match, quoi. Difficile pour le jury de cerner le véritable mobile de Christophe Fauvio. Il est passé à l'action une 30aine de fois en 3 ans, alors que ses enfants disputaient chacun une centaine de matchs par an. Le choix de droguer tel ou tel adversaire ne répond à aucune logique, pas plus pour Valentine que pour Maxime, qui n'attendait plus rien du tennis. Tu l'as remonté, qu'est-ce que tu lui as donné comme médicament? Il est plus combatif. Ton Fauvio. Non, sympa. Ce que nous avons remarqué encore ce matin, c'est l'absurdité de l'acte de M. Fauvio. Tournoi de Bascons, c'est son fils qui est le mieux classé. Donc logiquement, c'est lui qui doit gagner.
Et puis, pour lui, qui est le mieux classé, de perdre n'a aucune importance. Il fait 60 ou 70 matchs. Nous savons qu'un match perdu ne lui enlève pas de points. Donc ça n'a aucune importance. Alors, il faut trouver une explication ailleurs sur l'administration de Temesta que dans le désir de gloire du père. Est-ce que derrière tout ça, il y avait l'appât du gain? Je n'en suis pas persuadé. En tout cas, le procès ne l'a pas apporté. Non, je crois que ça a été l'esprit du temps qui veut que faut gagner. Et ce monde du tennis m'est apparu par quelques côtés extrêmement durs, extrêmement cruels, et notamment pour les enfants. La défense, cet après-midi, lance une ultime contre-attaque. La cible en est la Ligue régionale de tennis, avec une double mise en cause. Les dirigeants de la Ligue auraient tout fait pour éloigner Christophe Fauvio de Valentine. Ils n'auraient pas su non plus l'empêcher de droguer les adversaires de ses enfants. Ce sont ces dirigeants que la Cour va entendre cet après-midi. Jean-Claude Lasserre, le président du club de Dax, Jacques Dupré, président de la Ligue régionale, François Duport, conseiller technique régional de la Fédération. C'est-à-dire qu'après multiples déceptions au niveau entraînement de ligue, etc., lui, il avait osé monter un peu plus haut et puis râler, quoi. Et il n'était pas très bien vu, certainement, ça c'est vrai. Les choses se sont donc dégradées lentement, de par l'attitude de M. Fauvio, qui d'un côté était de plus en plus partie prenante dans la gestion de la carrière sportive de sa fille, étant présent d'une façon un petit peu outrancière et empêchant finalement les cadres techniques dont c'est le métier de faire justement leur métier, et en parallèle avec des exigences toujours plus importantes, exigences qui ne pouvaient pas entrer dans les missions qu'une ligue régionale de tennis a assumées. La défense développe maintenant sa seconde accusation contre la Ligue, celle de n'avoir pas su prévenir l'empoisonnement d'Alexandre Lagardère. Pourquoi, après les incidents de Bascons, les 27 et 28 juin, les responsables du tennis ont-ils laissé se dérouler le match de Tartas 5 jours plus tard? L'affaire s'ébruite un peu partout, quoi. Dans le tennis, les joueurs, c'est toujours les mêmes joueurs qui font les mêmes tournois et ça se suit. Et c'est vrai que les rumeurs commencent à circuler de ville en ville dans les Landes, quoi. Et tout le monde parle de cette histoire de Bascons, ouais. Jusqu'à la mort d'Alexandre. Le 27 juin, la Ligue est parfaitement au courant que Fauvio est en train de dériver complètement. Et ils n'interviennent pas. Ils n'interviennent à aucun moment. S'ils avaient eu le moindre, je sais pas moi, le moindre sens logique, le moindre sens humain, c'était de protéger les adversaires des enfants de Fauvio. Attendez, je ne disculpe pas Fauvio, je n'essaie pas de le disculper, mais je dis que si on l'avait fait, eh bien il est bien évident qu'il n'y aurait pas eu de problème aujourd'hui et il n'y aurait pas eu la mort d'Alexandre Lagardère. Il n'est pas évident du tout de sauter, si vous voulez, sur l'affaire et de dire on tient quelqu'un qui drogue ses joueurs. Est-ce que Batz a bien vu? Est-ce que M. Fauvio a touché la bouteille sans y mettre forcément quelque chose dedans? Dans la mesure où nous ne connaissions pas, nous, le résultat de l'expertise de la bouteille, nous n'avons pas autorité à agir, si vous voulez, ou à interdire quoi que ce soit. Je suis prévenu le 1er juillet. Mais écoutez, ne mentez pas, soyez raisonnable. Je vous mets au défi, nous allons demander... Nous avons le témoignage qui est là. Tout le monde a entendu M. Batz. Vraiment, alors vous, qui faites partie de la Ligue, vous avez une responsabilité dans la mort de M. Lagardère, et ça m'ennuie. Alors quand je vous vois faire le beau, ça m'agace. C'est minable, minable. Mais ça ne m'étonne pas. Ça n'a repris. Christophe Fauvio n'a pas à se prévaloir du comportement de la Ligue. J'ajoute que les accusés qui accusent pour se défendre, hors tout cadre légal, il n'y avait pas de cadre légal là, ils étaient accusés dans la presse, notamment, alors qu'il y a une instruction préparatoire. Eh bien, cette manière d'opérer, je ne l'aime pas. D'un côté, eh bien, on a la culpabilité de Monsieur Fauvio. De l'autre, je pense que tôt ou tard, on mettra en exergue la responsabilité de la Ligue. Ce sont
de responsabilité en concours et en aucun cas elles ne permettent à M. Fouvio de s'exonérer de quoi que ce soit. Disons les choses très clairement, ce n'est pas la Ligue qui a armé le bras de M. Fouvio. Il n'y a pas d'ambiguïté à ce niveau-là. La controverse sur le rôle de la Ligue laisse aux jurés un sentiment de malaise. Le bénéfice de cette 4e journée semble pourtant aller à la défense. L'accusation n'a pas su convaincre les jurés que Christophe Fauvio agissait d'une manière coordonnée et planifiée. Au contraire même, ses mobiles sont apparus peu cohérents et bien peu rationnels. Plus de témoins, plus d'experts pour cette dernière journée de procès. La parole est maintenant aux avocats, partie civile et défense, et à l'accusation. Pierre et Christian Blasi sont le dernier recours de Christophe Fauvio pour éviter une lourde peine de prison. Dans quelques heures, l'accusé, détenu depuis 3 ans déjà, sera fixé sur son sort. Les premiers avocats des parties civiles plaident pour une condamnation sans ambiguïté contre Christophe Fauvio. Au nom des parents d'Alexandre, Alain Astabi estime que l'audience ne laisse aucun doute sur la culpabilité de Christophe Fauvio. Il porte une responsabilité terrible, conclut-il. Il a condamné les parents d'Alexandre au désespoir à perpétuité. Dans leur esprit, la sanction doit être lourde. Elle doit être certainement à l'aune de leur désespoir. L'avocat général Serge Makoviak va maintenant devoir fixer dans ses réquisitions la peine qu'il estime nécessaire et équitable contre l'accusé. La première chose, c'était de montrer dans ce procès-là que les faits étaient graves, constitués, que c'était à moi, ministère public, à montrer la limite de la loi. Je crois que ça, c'était essentiel parce que l'administration de Temesta, dans le cadre d'une compétition sportive, et plusieurs fois, ça c'est grave. Au terme de son réquisitoire, l'avocat général réclame au juré une peine comprise entre 8 et 10 ans de prison. Il y aura une sanction, bien évidemment, mais pour moi, je dis quand même que ce garçon n'a plus rien à faire en prison. Il y est depuis 3 ans. Il a souffert énormément, il suit une psychothérapie. Ce n'est plus le même homme que celui que j'ai connu quand j'ai commencé à assurer sa défense au début de cette affaire. Le jury doit répondre à 50 questions. Les 4 premières concernent la mort d'Alexandre Lagardère. Les autres visent les délits connexes que constituent les autres cas d'empoisonnement. Les jurés récapitulent les arguments de l'accusation et de la défense. Il est dorénavant établi que la prise de Temesta est à l'origine directe de la mort d'Alexandre. Le mobile de l'accusé est plus difficile à cerner. Sans doute a-t-il voulu faciliter les victoires de ses enfants, mais le choix des matchs et des adversaires ne répond à aucune logique. Le rôle de la Ligue est critiqué de toutes parts, sans pour autant qu'il soit établi que les dirigeants aient joué un rôle quelconque dans les faits reprochés à l'accusé. Reste pour les jurés à décider entre les sanctions proposées. Une peine légère qui couvre les 3 années de détention provisoire pour la défense, de 8 à 10 ans de prison pour l'accusation. Levez-vous, monsieur Fauvio. Sur l'ensemble des questions qui ont été posées, la réponse est oui. Donc, déclarer coupable l'ensemble des faits. La Cour et les jurys, après en avoir délibéré dans les conditions prévues par l'article 362 du Code de procédure pénale, puis les articles 222.7
222.8, 222.12, 222.13, 222.15 du Code pénal condamne à majorité absolue l'accusé Christophe Fauvio à la peine de 8 années d'emprisonnement. Voilà, monsieur Fauvio, vous avez un délai de 10 jours pour faire appel. Passé ce délai, vous n'y serez plus recevable. L'audience est levée. Condamné à 8 ans de détention au terme d'un délibéré d'1 heure et demie, Christophe Fauvio est ramené dans sa cellule. Ni lui, ni le parquet général n'ayant fait appel du verdict, celui-ci est devenu définitif.